8h19, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. La droite dans tous ses états, votre campagne au RN, Zemmour et sa déclaration attendue de candidature aujourd'hui, les Républicains, les questions de pouvoir d'achat, d'économie, de sécurité, l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, autant de questions que nous allons aborder. D'un mot, on va commencer aussi par quand même la menace Covid avec le variant Omicron, détecté en Afrique du Sud et ce matin sur le territoire français à La Réunion. Il y a eu un débat sur le contrôle aux frontières ces derniers jours. Le Japon et Israël sont carrément fermés depuis quelque temps. Si vous étiez en responsabilité, quelles seraient vos décisions, Marine Le Pen ? Il est évident que, avant même de savoir quelle est la gravité ou la dangerosité de ce nouveau variant, il faut fermer les frontières. Et puis, lorsque on a la certitude que ce nouveau variant, ce qui semble-t-il est le cas, n'est pas plus dangereux que les autres, mais plus contagieux, on peut éventuellement revenir à un contrôle dit classique. Ce qui n'empêche pas un contrôle quand même, parce qu'en fait, les frontières françaises ont été celles qui ont été les moins contrôlées, où le contrôle a été le plus aléatoire et qui, pour des raisons idéologiques, avait décidé au début de la crise sanitaire de fermer ses frontières les plus tard. Souvenez-vous, les frontières étaient restées ouvertes avec l'Iran, des contrôles, souvenez-vous, avec l'Italie à l'époque. Bon, il apparaît, en tout cas, ce qu'en disent les professionnels, que ce variant est plus contagieux, mais n'est pas plus dangereux. Il y en aura d'autres, très certainement. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est quelle est la stratégie face à ces multiples variants, face à ce coronavirus qui risque de rester de nombreuses années. Est-ce qu'on arrête de vivre ? Est-ce qu'on arrête l'économie ? Ou est-ce qu'on est raisonnable et on met en revanche notre système hospitalier en situation de pouvoir accueillir ceux qui développeraient des formes graves, même lorsqu'ils sont vaccinés. Oui, Marine Le Pen, alors, donc, la stratégie choisie pour l'instant, c'est la vaccination. Vous poussez les Français justement à aller faire leur 3e dose ? Moi, je considère il faut avoir une attention particulière pour les personnes fragiles. Or, je reproche en réalité au gouvernement de faire une politique de massification sans tenir compte de la priorité qui doit être donnée aux personnes fragiles. Vous voyez, typiquement, là, le gouvernement envoie un signal en disant tout le monde doit faire la 3e dose. Donc, tout le monde s'inscrit sur Doctolib, y compris des gens qui ont beaucoup moins de risques que les personnes âgées. Quand les personnes âgées veulent faire leur 3e dose, il n'y a plus de place. Donc, ça n'est pas une politique raisonnable de la part du gouvernement. Et encore une fois, tout miser sur la vaccination, ça n'est pas non plus suffisant. La preuve en est, c'est que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus et n'empêche pas de l'attraper. Ça diminue, quoi, a priori. Très bien. Eh bien, parfait. Ça diminue, mais ça n'empêche pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas se focaliser exclusivement sur le vaccin. Il faut trouver un antiviral à prendre dès le début de la contamination pour faire baisser la duplication du virus. Les traitements arrivent. Oui, il serait temps, parce que ça fait quand même 2 ans que ça dure, la plaisanterie. On n'a pas l'impression que ce soit une priorité de la part du gouvernement. Il faut séquencer. Pas que le gouvernement, c'est mondial. Non, mais il faut séquencer. Et on séquence moins bien aujourd'hui en France qu'au Portugal. Donc on n'est pas capable de savoir à quel variant on a affaire. Il faut faire comme vous faites vous. Il faut faire comme vous faites vous, c'est-à-dire s'attacher à la purification de l'air. Rien n'a été fait dans ce domaine. Purificateur d'air en studio. C'est pour ça qu'on n'a pas le masque. Et puis il faut être capable de détecter les futurs clusters. Et ça, c'est l'analyse des eaux usées qui n'a pas fait l'objet non plus de la part du gouvernement d'une politique générale. Bon, dernier mot, si je vous suis bien, vous n'êtes pas inscrite encore sur Doctolib alors, pour la 3e dose. Ah, mais moi j'ai pas de 3e dose, mais j'ai une 2e dose qui me sert de 3e dose, puisque mon premier vaccin était un vaccin à dose unique. À dose unique. Et voilà. donc vous n'avez pas besoin pour l'instant de 3e dose, c'est ce qu'on vous dit. Bah oui. Bon, très bien. Les migrants à Calais, Marine Le Pen, qu'est-ce que vous attendez du courrier que doit envoyer aujourd'hui Jean Castex au Premier ministre Boris Johnson ? Mais je n'attends pas grand-chose de ça. Je vais vous dire une chose. Déjà, moi, j'ai été très choqué de voir que Gérald Darmanin a organisé une grande réunion à Calais pour régler le problème des clandestins. Et qu'il a refusé d'inviter Madame Patel, qui est la secrétaire d'État à l'intérieur, pour pouvoir régler avec la Grande-Bretagne cette problématique. Donc je vois pas bien comment est-ce qu'on peut régler le problème sans la Grande-Bretagne. Donc déjà, ça me paraît complètement stupide comme démarche. C'était une réaction au courrier de Boris Johnson, quoi, c'est ça ? Oui, c'était d'accord. Épidermique, non ? Oui, d'accord, mais on fait pas de la politique ni avec son instinct, ni avec son épiderme. On le fait avec sa tête et avec sa raison. Voilà. Madame Patel est d'ailleurs une femme relativement courageuse, puisque
Monsieur Darmanin a dit la Grande-Bretagne doit faire un travail sur son attractivité. Mme Patel a répondu très bien, nous allons condamner tous les clandestins à 4 ans de prison. Je pense que c'est plutôt la France qui devrait faire aussi avoir un débat sur son attractivité, voyez-vous, en termes d'immigration clandestine. Pour revenir donc à ce courrier, qu'est-ce que vous attendez de la France en fait aujourd'hui justement ? Non mais j'attends rien, je pense qu'il faut renforcer les accords du Touquet et peut-être d'ailleurs les renégocier, en ce sens que moi je suis assez opposé à la clause de réadmission. C'est-à-dire qu'un clandestin qui arrive en Grande-Bretagne, je souhaiterais que la Grande-Bretagne ne le renvoie pas en France, je souhaiterais que la Grande-Bretagne le renvoie dans son pays d'origine. Parce qu'on est full up là. Pardon de cet anglicisme, mais en l'occurrence, c'est adapté. En France, c'est ce que vous voulez dire, quoi. Oui. Trop de clandestins, donc il ne faut pas qu'ils soient envoyés sur notre sol. Encore une fois, M. Darmanin vient de nous dire, rendez-vous compte, la Grande-Bretagne a 1 million de clandestins, c'est probablement le cas de la France. Oui. M. Stefanini dit qu'il y en a 900 000, M. Darmanin avait dit 600 000, puis 700 000, il y en a très probablement 1 million. Oui. Le conflit aux Antilles, le ministre des Outre-mer est allé sur place, Sébastien Lecornu. Les négociations sont stoppées parce que il y a eu un préalable demandé par certains, amnistier ceux qui ont commis des violences inadmissibles, a dit donc le ministre des Outre-mer. Vous êtes d'accord avec ça ? Évidemment, il n'y a aucune amnistie, mais il ne me semble pas que ce soit le sujet de cette non-rencontre. Oui. Je veux dire, Monsieur Lecornu, le 2e jour des manifestations sociales en Guadeloupe, il était à Vernon en train de s'occuper de sa carrière politique. Il aurait dû immédiatement arriver là-bas. Il attend que la situation soit épouvantable, dramatique, qu'elle se soit terriblement aggravée pour venir en disant « je viens 24 heures ». Ça n'est pas ça que les Guadeloupéens et les Martiniquais attendent. La première des choses, avec nos compatriotes antillais, c'est de faire preuve à leur égard de respect et de considération. Ils ont le sentiment depuis des années d'être traités sans respect ni considération. Et il y a des problématiques auxquelles l'État ne répond pas. De quoi, le pouvoir d'achat, par exemple ? Mais bien sûr, la vie chère, il faut répondre à ça. Or, le meilleur moyen de répondre à ça, c'est de supprimer l'octroi de mer, sauf pour les importations étrangères qui rentrent en compétition avec les productions locales. L'octroi de mer, c'est un impôt supplémentaire qui pèse sur nos compatriotes d'outre-mer, alors qu'ils ont déjà un système économique contraint. Oui. Alors, certes, on nous dit, oui, mais l'octroi de mer finance les communes. Mais pourquoi ? Pourquoi l'octroi de mer finance les communes ? Pourquoi les communes d'outre-mer ne sont pas financées comme les communes de métropole, avec une dotation globale de fonctionnement ? Ce serait parfaitement normal, ce qui permettrait d'éviter cette aggravation du prix, du coût de la vie, avec un octroi de mer qui n'a pas de justification. Oui. Bon, le coût de la vie, l'eau potable, le chlordécone, les sargasses, tout ça, on a laissé ça en plan et l'État n'a apporté aucune réponse. Alors évidemment, quand sont arrivées les mesures sanitaires, ça a été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Attention. Donc, ce que vous dites, c'est que finalement, l'État et le gouvernement a laissé pourrir un peu la situation, que ce soit avant et même ces derniers jours. Mais exactement, mais c'est ce qu'il a toujours fait. Le gouvernement passe sa vie à essayer de décrédibiliser les revendications sociales qui sont légitimes en laissant pourrir la situation. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien qu'au bout de quelques jours d'une manifestation sociale, qu'elle se déroule là-bas ou qu'elle se déroule ici, eh bien, la voyoucratie prend la main. Les casseurs, les malfrats, les criminels prennent la main sur ces manifestations. Et donc, le gouvernement se dit, c'est bien, ça va décrédibiliser en réalité le mouvement. Cette méthode qui a été utilisée au moment des Gilets jaunes est une méthode scandaleuse. Ouais, donc il faut reprendre les discussions, c'est ce que vous dites, les négociations. Mais bien sûr, il faut prendre les négociations et encore une fois, il faut faire preuve d'écoute et de respect parce que nos compatriotes d'outre-mer ont l'impression d'être considérés comme des sous-citoyens. Alors le pouvoir d'achat, Marine Le Pen, on en parle dans les Antilles mais également en métropole parce que vous vous qualifiez justement vous de candidate du pouvoir d'achat. Selon un récent sondage d'ailleurs, c'est la priorité des Français devant la santé ou les questions d'immigration ou de sécurité. Vous voulez rendre l'argent aux Français via quelle mesure ? Alors, via toute une série de mesures. D'abord, des mesures qui touchent directement au pouvoir d'achat type. Baisser la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5%. Ça veut dire le fuel, le carburant, l'électricité et le gaz seront taxés non pas à 20 mais à 5,5%. C'est 12 milliards d'euros que je rends aux Français. C'est la suppression de la redevance avec la privatisation du service public de l'audiovisuel. Ce sont des mesures pour les familles, notamment la pleine part pour le 2e enfant,
la pleine part fiscale, qui va permettre par exemple à une famille moyenne d'avoir 555 € de plus si elle a 2 enfants par an. C'est la restitution de la demi-part pour les veufs et les veuves. Ce sont des mesures à destination des jeunes, parce que je crois qu'il faut vraiment aider la jeunesse de France. Il y en a qui ont été prises là récemment. Non, je crois qu'elles sont des pansements sur des jambes de bois. Je crois qu'il faut des mesures. Mais alors, quelles seraient vos mesures, vous, supplémentaires pour les jeunes ? Eh bien, moi, je veux exonérer de l'impôt sur le revenu tous les jeunes de moins de 30 ans, parce qu'ils veulent s'expatrier et moi, je veux les garder. C'est notre richesse, c'est notre avenir, c'est notre activité économique, évidemment, qui en dépend. Je veux la gratuité des transports pour les jeunes de 18 à 25 ans dans les trains aux heures creuses. Ouais. Parce que plutôt que d'avoir des places vides, je préfère que les jeunes profitent de la possibilité d'être mobiles et de voyager. Oui. C'est le prêt pour les jeunes couples, pour leur permettre d'avoir un 3e enfant, qui est une mesure que je suis allé chercher en Hongrie et qui permet de transformer à partir du 3e enfant ce qu'il reste à rembourser du capital en subvention. Bon. Ce sont toutes ces mesures-là. Je pense que les Français sont écrasés, ils sont étouffés, ils n'arrivent plus à vivre avec les salaires qui sont les leurs. Il faut donc faire des économies, parce que c'est évidemment le préalable nécessaire sur l'immigration, sur la fraude, et il faut rendre l'argent aux Français. Alors bon, exonérer par exemple d'impôts les jeunes jusqu'à 30 ans, et en revanche vous voulez rétablir d'autres impôts, par exemple l'ISF, quoi. Oui, enfin je l'appelle l'IFF en réalité. Mais surtout je supprime l'IFI. Oui. L'IFI, c'était l'impôt sur la fortune immobilière. Ça a été le choix de Macron. Oui. Donc en réalité, il a exonéré d'impôts la finance, la financiarisation de l'économie, la spéculation, et il a taxé l'enracinement, c'est-à-dire le patrimoine immobilier. Je veux faire exactement l'inverse. Je veux mettre en place un impôt sur la fortune financière, un IFF, dont le patrimoine immobilier sera exonéré jusqu'à 300 000 €. Dont les biens, le patrimoine historique sera exonéré, parce que je crois qu'il faut protéger notre patrimoine. 300 000 €, c'est pas ce qui est pris en compte en fait aujourd'hui pour le calcul de l'IFI, c'est bien au-dessus de ça quand même. Excusez-moi, mais oui, bien sûr. Oui. Parce que je veux protéger. Mais il y aura un plafond ou pas? Parce que je veux protéger le patrimoine immobilier. Je veux que les Français restent propriétaires de leur maison. Voilà. En revanche, je réintègre dans cet impôt sur la fortune financière les œuvres d'art acquises depuis moins de 10 ans, parce qu'il s'avère que les œuvres d'art sont le siège d'une forme de spéculation qui aujourd'hui doit entrer dans une taxation. Il n'y a aucune raison que ça échappe à l'impôt sur la fortune financière, c'est-à-dire à la solidarité nécessaire. Donc création d'un nouvel impôt différent. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Parce que je veux pouvoir financer ma politique de natalité. On nous dit, on a le choix entre l'immigration et la natalité. Mon choix est fait. C'est pas d'immigration et de la natalité. Et je viens dire à ceux qui sont les plus aisés de nos compatriotes, vous devez participer à cette politique de natalité, parce qu'il en va de l'avenir de votre pays, de notre pays. Et je suis convaincu qu'ils accepteront cette philosophie. Dans ce volet économique, encore d'un mot, Marine Le Pen, toujours un retraite à 60 ans à 40 annuités. Parce qu'on dit toujours 60 ans, mais en fait 60 ans, ça veut rien dire. Bah oui, parce que les jeunes qui, par exemple, démarrent à 27 ans aujourd'hui, donc ce qui veut dire qu'ils auront leur retraite à 67 ans, même avec votre système. Ils auront leur retraite pleine. Mais vous savez, déjà aujourd'hui, la moitié des gens qui prennent leur retraite n'ont pas de retraite pleine. Moi, ce que je dis, c'est que bien souvent, le travail matériel, quand on travaille avec ses mains, le travail manuel, pardon, pas matériel, manuel, on commence plus jeune. Donc ceux qui ont un travail manuel doivent pouvoir partir plus tôt. Et donc, si on part, si un jeune commence à travailler, je sais pas, comme couvreur, comme plâtrier à 20 ans, il faut qu'il puisse partir à 60 ans. Parce qu'au-delà de 60 ans, c'est pas raisonnable. En revanche, l'avocat, le journaliste, qui commence à travailler à 25 ou à 26 ans, lui, évidemment, il peut partir à 65 ans, s'il veut une retraite pleine. Sinon, il peut partir, évidemment, avant. Alors, Éric Zemmour, quand vous parlez de la retraite à 60 ans, dit c'est une politique de gauche qu'elle veut mener, Marine Le Pen. Alors que vous êtes une anti-libérale, qu'est-ce que vous lui répondez? C'est ce qui vous différencie de lui ou pas? Entre autres, enfin, s'il n'y avait que ça, si je puis me permettre, on va y venir, il y a beaucoup d'autres choses qui me différencient d'Éric Zemmour. Mais vivre
ses vieux jours, en profiter, en bonne santé, parce qu'on parle souvent de l'espérance de vie, mais on parle jamais de l'espérance de vie en bonne santé. Et d'ailleurs, quand un élu de, je crois, la France Insoumise avait dit ça à Éric Zemmour dans sa déambulation à Drancy, il avait répondu: le travail, c'est la santé. Je pense que cette réponse est assez révélatrice. Moi, je pense qu'il faut... Il est déconnecté, alors c'est ce que vous voulez dire un petit peu aussi, finalement? Oui, il est déconnecté, puis en réalité, il a comme proposition des mesures qui sont les vieilles mesures libérales, conservatrices, autour duquel on tourne depuis des années. C'est-à-dire UDF et RPR, et dont on voit, et dont on voit que elles ne sont pas applicables pour avoir, encore une fois, un pays qui fonctionne correctement. C'est un acte de, c'est aussi un progrès de la civilisation, de permettre à des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé aussi, de pouvoir profiter de quelques années tranquillement, sereinement, en ayant un revenu qui soit un revenu digne. C'est la raison pour laquelle également je considère qu'il n'y a pas une seule retraite qui devrait être en dessous de 1 000 euros, que l'allocation adulte handicapé ne devrait pas être en dessous de 1 000 euros. Il y a eu des revalorisations récemment quand même. Oui, 900. Marine Le Pen, Éric Zemmour, finalement il ne vous a pas entendu, vous vouliez qu'il se rallie à vous et il devrait déclarer sa candidature aujourd'hui. Alors on ne sait pas encore sous quelle forme, une vidéo. Vous regrettez son choix ou pas? Non mais c'est-à-dire, je souhaitais pas tant que Éric Zemmour se rallie à moi, je souhaitais qu'il ne soit pas candidat. Je souhaitais qu'il ne soit pas candidat parce que je pense qu'il disperse des voix qui sont utiles au redressement du pays. Voilà, c'est ça que je pense. Et je pense qu'il n'apporte rien. Certains disent que ce sera une réserve de voix pour vous pour la suite. Oui, peut-être, mais je pense qu'il n'apporte rien. Il n'y a pas de plus-value en réalité dans l'offre politique d'Éric Zemmour. Ah bon? Alors pourquoi il y a 15% d'intention de vote? Parce qu'il y a eu un phénomène. Bon, d'abord, il n'y a plus trop 15%, mais en plus, il y a eu un phénomène de nouveauté. Ce phénomène de nouveauté, il commence déjà à reculer. Qu'un certain nombre de personnes, peut-être, il a suscité l'espoir et que beaucoup sont en train d'en revenir d'ailleurs aujourd'hui au moment où nous parlons. Donc la division n'est pas, à mon avis, un service à rendre au pays. L'union, en revanche, est un service à rendre au pays. Donc moi, c'est ça, ce que je souhaite faire. Je suis la candidate d'une union nationale. C'est-à-dire que à partir du moment où on croit en la France, on doit pouvoir se retrouver derrière ma candidature. Oui, bon, c'est ça, donc derrière votre candidature. Il n'est pas trop tard par la suite, peut-être encore pour faire une candidature unique, par exemple, si quelqu'un est le mieux placé, c'est-à-dire vous ou lui? Non mais il sera trop tard, mais moi je ne renoncerai pas à ma candidature, je vous le dis aussi clairement que ça, parce que moi je suis aussi la candidate d'une grande partie des catégories populaires qui n'ont personne pour les défendre à part moi, et sûrement pas Éric Zemmour, voyez-vous. Donc s'il n'y avait que, il n'y a pas que, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, contrairement à ce que dit Éric Zemmour, il y a beaucoup de CSP+, de professions libérales qui s'apprêtent à voter pour moi, mais il n'y aurait que les classes populaires que ma candidature se justifierait quand même. Oui, et si à terme il renonçait, il pourrait revenir derrière vous? C'est pas à moi qu'il faut poser. Ou alors est-ce que vraiment il y a un divorce? Il faut pas, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question, mais il ne pourra pas venir avec une partie, en tout cas, de son projet qui est complètement contraire au mien. Sur le plan économique, nous n'avons pas du tout la même vision. Ça, c'est une évidence. Sur le sujet des femmes, nous n'avons pas du tout la même vision. Y compris même sur le sujet de l'immigration, il fait preuve d'une brutalité qui, je crois, est parfaitement inutile. La fermeté, ça n'est pas la brutalité. Et moi, je souhaite régler le problème de l'immigration sans excès, mais sans faiblesse. Et j'ai déjà d'ailleurs annoncé dans le référendum sur l'immigration que je veux soumettre aux Français l'intégralité des mesures que je prendrai. Ouais, sa campagne qui connaît un petit trou d'air là justement en ce moment, ça s'explique par une forme de brutalité trop directe dans ses propos, c'est ça? C'est un polémiste. Éric Zemmour est un polémiste. Voilà, ça n'est pas un candidat à la présidentielle. Il a beaucoup de qualités comme polémiste. Je crois qu'il en a beaucoup moins comme candidat à la présidentielle. Parce que quand on veut être candidat à la présidentielle, ça veut dire qu'on veut être président. Et si on veut être président, il faut rassembler. Il a dit déjà, je ne veux pas rassembler. Bon, et il commence par monter les hommes en quelque sorte contre les femmes. Et il ne cesse d'écarter des gens, il ne cesse d'éloigner des Français, alors qu'il faut précisément faire exactement l'inverse. Notre
notre pays a un fantastique avenir devant lui. Je vous le dis avec beaucoup de conviction. Ouais. Un fantastique avenir pour lui. Lui veut pour diviser, c'est ça. que le peuple français reprenne la main, parce que c'est lui qui a le bon sens, parce que c'est lui qui est capable de se défendre mieux que n'importe qui d'autre, et bien pour peu que ce peuple français se rassemble, il est capable de faire des choses extraordinaires. Mais ne le divisons pas, je vous en supplie, en le fragmentant. Et c'est ce que fait Éric Zemmour, par exemple, son doigt d'honneur, par exemple. Jamais vous n'auriez fait ça? Bah non, j'essaie de me maîtriser. Pourtant, j'ai été victime de beaucoup d'agressions, de beaucoup d'insultes dans ma carrière politique. Je ne m'en plains pas. J'aime pas trop la victimisation. Le côté où là, je suis victime, on est méchant avec moi, c'est pas trop mon truc. Donc, je l'ai subi. Je considère que ça fait hélas partie de la vie politique, même si j'appelle le gouvernement quand même à régler le problème des milices dites Antifa, qui en réalité sont des milices fascistes, qui cherchent à empêcher le débat démocratique. Mais j'essaye de prendre ça avec calme et sérénité. D'un mot, Marine Le Pen, vous avez dit tout à l'heure, il n'aime pas les femmes. Il est misogyne, selon vous, ou pas? J'ai pas dit qu'il n'aimait pas les femmes. Il doit en aimer quelques-unes, quand même. Oui. Quand même, mais il a une vision des femmes qui est totalement dégradée. Je veux dire, il a une vision des femmes dégradée. Il considère que les femmes sont moins capables que les hommes de remplir un certain nombre de fonctions. Je ne crois pas du tout à cela. Je crois que c'est précisément grâce aux femmes et aux hommes de France qu'on va construire le bel avenir dont je vous parlais tout à l'heure. Alors s'il est maintenant candidat, on a vu quelques RN s'afficher à ses côtés ces derniers jours. Est-ce que Stéphane Ravier, par exemple, ils seront écartés du Rassemblement national? Bah, pas du tout, Stéphane Ravier. Il est allé faire visiter une église à Éric Zemmour. C'est le seul Marseillais. Il s'est affiché donc avec lui. D'accord, mais c'est le seul Marseillais qu'Éric Zemmour a réussi à rencontrer pendant sa déambulation. Sauf que il est sorti de l'église, Stéphane Ravier, en disant ma candidate c'est Marine Le Pen. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, mais il peut y avoir une fuite justement vers Éric Zemmour. Mais je ne le crois pas du tout. Le Rassemblement national est resté extrêmement solide face à cette OPA qui manifestement était une OPA hostile. Et Éric Zemmour n'enregistre aucun ralliement, ni du RN ni de LR d'ailleurs. Donc, si vous voulez, la promesse qu'il avait faite. Où est-ce qu'il va chercher aussi par ailleurs ses électeurs? Bah, je sais pas, c'est chez vous, et même s'il n'a pas de leader. Je pense qu'il va peut-être les chercher aussi chez les abstentionnistes, des gens qui ne croient plus en la politique et qui s'en sont détournés, et que cette offre nouvelle peut-être amène à la politique, et c'est à la limite c'est tant mieux. Mais si vous voyez, Éric Zemmour, il est entré dans la campagne en disant Marine Le Pen ne peut pas gagner face à Emmanuel Macron, moi je peux le faire. Bon, toutes les études démontrent que ça n'est pas le cas, et que s'il y en a une qui a la capacité de gagner face à Emmanuel Macron, c'est bien moi qui suis donné à quelques points seulement au second tour. Donc il devrait en tirer les conséquences et dire je n'apporte en réalité rien au combat national de plus, et peut-être même j'apporte moins que Marine Le Pen. Mais il ne fait pas cette démarche. Écoutez, il sera candidat. Et puis voilà, c'est la concurrence. Après tout, c'est la démocratie. C'est pas un problème non plus majeur. À propos de concurrence, justement, avant d'affronter éventuellement Emmanuel Macron, quel est votre plus sérieux adversaire? Est-ce que c'est Zemmour, ou est-ce que c'est le candidat LR ou la candidate LR qui pourrait... Mais c'est Emmanuel Macron. Oui, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui a fait du pays. Oui, mais pour être au second tour, vous aurez d'autres adversaires aussi. Mais je suis convaincu que je serai au second tour. Parce qu'il y a une cohérence. Parce que le projet que porte Emmanuel Macron, qui est un projet destructeur de notre identité, destructeur de notre économie, destructeur de toute forme de justice sociale, face à lui, le projet de l'unité, le projet de la nation, le projet de la justice sociale, c'est moi qui le porte. Donc, je n'ai pas d'inquiétude sur ce sujet. Moi, mon seul adversaire, c'est Emmanuel Macron. Oui, mais les LR qui organisent cette semaine leur congrès, ils ne vous inquiètent pas? Non, mais d'abord, je ne suis pas d'un naturel inquiet, numéro 1. Numéro 2, les LR, ils ont été au pouvoir. D'accord, ils auraient pu faire tout ce qu'ils sont en train de nous dire aujourd'hui, toutes les promesses qu'ils sont en train de tenir, ils auraient dû les mettre en œuvre quand ils étaient au pouvoir. Ils ont aggravé la situation. C'est ça la réalité. Ils ont aggravé la situation de l'hôpital public. Ils ont aggravé la situation de l'immigration. Ils ont aggravé le laxisme judiciaire avec les mesures d'ATI diverses et variées qui n'ont fait que ouvrir la voie à celle de Taubira. Ils ont aggravé la situation. Donc je n'ai pas
pas confiance dans les LR et je pense que des millions de Français n'ont plus confiance dans les LR. C'est pas le tout de dire les choses. Ouais. Il faut avoir des qualités pour les faire. Vous faites la même chose. Hein. Vous dites, pour l'instant, vous n'avez pas fait, quoi. Bon. Oui, mais vous, vous verrez. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne en France qui pense que je réglerai pas le problème de l'immigration. Parce que j'en ai le courage. Et le courage, croyez-moi, dans ma carrière politique, je crois avoir démontré que j'en avais. Ouais. Est-ce que vous allez vous adresser, parce que vous vous adressez beaucoup aux classes populaires, puisqu'on avait parlé d'Éric Zemmour qui est allé toucher en fait d'autres classes, est-ce que vous pensez que vous pouvez les faire adhérer justement à vos idées, Marine Le Pen ? Mais je ne m'adresse pas aux classes populaires, je m'adresse à tout le monde. Mais enfin, je m'adresse à ceux qui ont le plus de difficultés. Est-ce que c'est absolument incroyable de la part de quelqu'un qui veut être président de la République que se dire il est plus normal que j'aille au chevet de ceux qui n'arrivent pas à faire 3 repas par jour, des étudiants qui ne font pas 3 repas par jour, des classes populaires, plutôt que d'aller au chevet du CAC 40 ou des gens qui demain paieront l'impôt sur la fortune financière. Bien sûr que je parle à tout le monde, mais aujourd'hui, le déclassement général de la population française, la précarisation générale des classes moyennes, même les classes moyennes supérieures ont vu leur niveau baisser et pensent que leurs enfants vivront moins bien que... C'est à tous ces gens-là que je m'adresse. Quand j'annonce mes mesures sur les successions et sur les donations, c'est-à-dire la capacité demain pour des grands-parents ou pour des parents à égalité de pouvoir donner 100 000 € à leurs enfants ou à leurs petits-enfants tous les 10 ans, je réinjecte de l'argent dans l'économie, mais je parle aussi solidarité générationnelle. Donc, quand j'annonce mes mesures sur les successions en indiquant que je vais justement préserver la résidence principale ou la résidence unique des successions, je vais l'exonérer, je parle à tout le monde. Oui. Vous voyez ? Oui. Un mot encore, Marine Le Pen. Et puis quand je parle, quand je parle immigration, sécurité, identité. Oui. Là, vous parlez à tout le monde, c'est ce que vous dites. Très honnêtement. Vous croyez que l'argent protège totalement de l'insécurité galopante, de l'ensauvagement de la société ? Vous croyez que la préservation de l'identité, c'est un problème de pouvoir, c'est un problème de moyens financiers ? Je veux dire, on a tous envie de rester français, on a tous envie de conserver nos codes, nos mœurs, nos modes de vie, que l'on soit aisé ou que l'on soit modeste. Un mot pour être quand même au second tour, il faut aussi les parrainages pour être véritablement candidate. Où en êtes-vous ? Est-ce que vous pensez qu'Éric Zemmour, lui aussi, aura ses parrainages? C'est très difficile d'avoir les parrainages. Et je pense que tous les gens qui représentent quelque chose devraient pouvoir être candidats. Et pour ça, il faut une mesure. Et je la demande à Emmanuel Macron. Je demande à sa majorité de prendre cette décision. Il n'est pas du tout trop tard. Supprimer la publication du nom des maires. Cette publication du nom des maires n'apporte rien. Mais ça n'apporte rien. Parce que vous avez du mal à avoir vos 500 signatures et il y a une inquiétude. Mais ça n'apporte rien, cette publication. Ça n'apporte qu'une seule chose, la capacité pour un certain nombre de voyous de faire pression sur les maires en question. Voyous. Oui, de voyous, oui. Quand on fait pression sur un maire pour l'empêcher de parrainer qui que ce soit, c'est un acte de voyou. Oui, je suis désolé de le dire. Un dernier mot, Marine Le Pen, Joséphine Baker au Panthéon aujourd'hui. Quelle image pour vous ? Je suis très heureuse de l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Je pense que c'est une femme extraordinaire. Elle est la démonstration qu'on peut devenir française et aimer passionnément la France. Elle disait, la France n'est pas mon pays d'adoption, c'est mon pays tout court. Voilà, elle a brillé dans sa défense de la France. Les actes de résistance qui ont été les siens l'honorent au plus haut point. Et en plus, c'était une très grande artiste. Donc, je veux dire, je n'ai que des raisons de me réjouir de cette panthéonisation. Merci. Marine Le Pen était l'invitée ce matin de Sud Radio.